Un dispositif diabolique qui causait des souffrances extrêmes, une invention qui terrorisa les prisonniers pendant des siècles et une méthode de torture si cruelle que sa simple mention poussait les victimes à confesser n'importe quel crime. Le 15e jour de mars de l'an 1320, dans les donjons du château de Carcassonne en France, un nouvel instrument de torture fut documenté pour la première fois dans les registres officiels de l'Inquisition. Connu sous le nom de poire d'angoisse ou poire du supplice, ce dispositif allait représenter l'une des créations les plus sadiques de l'esprit humain médiéval, conçu spécifiquement pour causer des douleurs internes extrêmes par des méthodes si troublantes qu'il devint le symbole de l'horreur de la justice médiévale. Ce qui rendait cet instrument particulièrement terrible n'était pas seulement la souffrance physique qu'il causait, mais la précision scientifique avec laquelle il fut conçu pour maximiser l'agonie tout en évitant une mort rapide, créée par des artisans spécialisés qui appliquèrent les connaissances d'ingénierie à des fins de cruauté pure. La poire d'angoisse représentait l'apogée de la sophistication technique appliquée à la torture humaine. Son existence révèle comment les sociétés médiévales pouvaient canaliser la créativité et l'habileté artisanale pour créer des instruments de souffrance qui défient l'imagination moderne. Pour comprendre l'ampleur de la terreur que ce dispositif inspirait et comment il devint l'un des symboles les plus durables de la cruauté médiévale, nous devons examiner non seulement sa construction mécanique, mais le contexte historique qui permit sa création et son usage systématique. La poire d'angoisse fut développée durant le XIVe siècle, une période où l'Inquisition médiévale atteignait son apogée et de raffinement technique. Durant cette époque, les tortionnaires professionnels avaient évolué de simples bourreaux brutaux vers des artisans spécialisés qui étudiaient l'anatomie humaine et la mécanique pour créer des instruments de plus en plus efficaces. Le développement de la poire représenta un jalon dans cette évolution sinistre combinant les connaissances médicales primitives avec l'ingénierie mécanique pour créer un dispositif capable de causer une agonie prolongée sans entraîner une mort immédiate. La construction de l'instrument démontrait une ingénierie diabolique appliquée à la cruauté pure. Fait de fer forgé, le dispositif avait la forme d'une poire métallique divisée en segments reliés par des vis complexes. Une simple clé tournée faisait s'ouvrir les segments comme des pétales mortels, s'expandant de leur taille compacte jusqu'à des dimensions dévastatrices. Imaginez-vous devant le juge inquisiteur et voyant cette poire métallique reposer sur la table, sachant qu'un simple tour de clé pouvait transformer votre corps en théâtre de destruction lente. Beaucoup confessaient n'importe quel crime sans même être touchés par l'instrument, simplement à la vue de son mécanisme implacable. Durant les 15e et 16e siècles, différentes versions furent créées pour des crimes spécifiques. La version orale pour les hérétiques et blasphémateurs, la version anale pour les homosexuels et la version vaginale pour les femmes accusées de sorcellerie ou d'adultère. Cette catégorisation macabre reflétait comment la société médiévale associait différents péchés à des parties spécifiques du corps, créant une logique perverse de punition symbolique. Les registres les plus détaillés sur l'usage de la poire d'angoisse proviennent des archives de l'Inquisition espagnole, particulièrement durant la période entre les années 1400 et 1500. Des documents préservés à Séville décrivent des procédures spécifiques pour l'application de l'instrument, incluant les préparatifs nécessaires, la durée recommandée de la torture et les soins médicaux de base pour maintenir la victime consciente durant le processus. Cette documentation bureaucratique de la torture démontre comment la cruauté extrême peut être normalisée à travers des procédures officielles et des régulations institutionnelles. Le processus d'application de l'instrument était ritualisé pour maximiser la terreur psychologique au-delà de la souffrance physique. On montrait d'abord le dispositif à la victime et on l'informait de son fonctionnement, créant une anticipation et une peur qui résultaient fréquemment en confession avant même l'application. Cette phase psychologique était considérée comme une partie intégrante de la torture, démontrant une compréhension sophistiquée de comment la peur peut être utilisée comme outil de contrôle plus efficace que la violence physique directe. Durant le XVe siècle, l'usage de la poire s'étendit au-delà des tribunaux de l'Inquisition vers les cours séculières à travers toute l'Europe. En l'an 1467, des registres de Nuremberg documentent son usage dans des cas de trahison politique, tandis que des archives de Londres montrent une application similaire durant le règne d'Édouard Ier. Cette prolifération internationale de l'instrument révèle comment les innovations en cruauté pouvaient se répandre
répandre rapidement à travers les réseaux de communication entre autorités judiciaires, créant une sorte de technologie partagée de la torture. Le cas documenté et choquant survint en l'an 1512 à Tolède, impliquant Isabella de Cordoba, une femme de 32 ans accusée de sorcellerie par une voisine envieuse. Isabella maintint son innocence durant des mois d'interrogatoire jusqu'à être amenée dans la chambre où la poire attendait sur une table de chêne. L'inquisiteur Thomas de Herrera décrivit dans ses registres comment Isabella s'effondra en voyant l'instrument, confessant immédiatement des pratiques diaboliques qu'elle n'avait jamais commises. Sa confession forcée résulta en une exécution sur le bûcher seulement 3 jours plus tard. Mais la terreur qu'elle ressentit en contemplant la poire métallique avait complètement brisé son esprit bien avant qu'aucune flamme ne la touche. Durant le XVIe siècle, des raffinements techniques furent introduits par des artisans spécialisés qui rivalisaient pour créer des versions plus efficaces de l'instrument. Certaines versions incluaient des pointes zeg qui émergeaient durant l'expansion, intensifiant les dommages internes. D'autres incorporaient des mécanismes de chauffage qui permettaient de chauffer le métal avant l'application. Ces développements révèlent comment la compétition professionnelle peut être appliquée même aux domaines les plus sombres de l'activité humaine. Les effets médicaux de l'application de la poire étaient dévastateurs et fréquemment permanents. Les victimes qui survivaient au processus faisaient face à des infections sévères, des dommages structurels permanents et des traumatismes psychologiques qui persistaient toute leur vie. Des registres médicaux primitifs de l'époque documentent des tentatives de traiter les victimes de la poire, révélant que certains médecins développèrent une spécialisation dans le traitement des blessures causées par des instruments de torture spécifiques, créant une médecine macabre dédiée à gérer les conséquences de la cruauté institutionnalisée. La variation la plus historiquement documentée était la version orale utilisée principalement contre les accusés d'hérésie et de blasphème. Inséré dans la bouche de la victime sous sa forme compacte, l'instrument était graduellement élargi jusqu'à briser les dents, disloquer la mâchoire et causer des dommages internes à la gorge. Le processus était conçu pour être lent et contrôlé, permettant aux tortionnaires d'arrêter et de recommencer selon la coopération de la victime. Cette capacité de contrôler l'intensité et la durée de la torture rendait l'instrument particulièrement efficace pour extraire des informations spécifiques. La version anale de l'instrument était réservée pour la punition de comportements considérés comme contre nature par la moralité médiévale. Son application suivait des procédures similaires, mais avec l'intention spécifique de causer des dommages qui punissaient symboliquement le supposé crime. Cette association symbolique entre crime et punition reflétait la mentalité médiévale qui voyait la justice comme impliquant nécessairement une correspondance physique entre offense et châtiment. La version vaginale était appliquée dans des cas impliquant des accusations de sorcellerie, d'adultère ou d'autres offenses considérées spécifiquement féminines par la société médiévale. Fréquemment, les femmes accusées de relations avec des démons étaient soumises à ce traitement comme forme de purification forcée. Cette application spécifique par genre révèle comment la poire était utilisée non seulement comme instrument de torture, mais comme outil de contrôle social qui renforçait les hiérarchies de genre à travers la violence extrême. Durant le XVIIe siècle, des récits de voyageurs et diplomates commencèrent à documenter les réactions d'horreur d'observateurs étrangers, exposés à l'usage de la poire dans les tribunaux européens. L'ambassadeur anglais à la cour espagnole écrivit en l'an 1630 que cet instrument diabolique surpasse en cruauté tout dispositif conçu par des esprits païens, démontrant comment même des observateurs habitués à la violence de leur époque considérèrent la poire comme extrême dans sa cruauté. La production de la poire d'angoisse devint une industrie spécialisée durant les 15e et 16e siècles. Des forgerons dans des villes comme Tolède, Nuremberg et Milan développèrent des réputations spécifiques pour leur version de l'instrument, rivalisant pour des contrats avec des tribunaux ecclésiastiques et séculiers. Ces artisans signaient fréquemment leurs œuvres, démontrant une fierté professionnelle dans des créations dédiées à la souffrance humaine. Cette commercialisation de la cruauté révèle comment les incitations économiques peuvent perpétuer et raffiner les pratiques inhumaines. Les manuels de torture de la période, particulièrement le Malus Maleficarum et autres textes officiels de l'Inquisition, fournissaient des instructions détaillées pour l'usage approprié de la poire. Ces instructions incluaient la préparation de la victime, les procédures de nettoyage
nettoyage de l'instrument et les protocoles pour déterminer quand arrêter l'application pour éviter une mort prématurée. Cette codification officielle de la torture transformait la cruauté extrême en procédure bureaucratique routinière. Durant le XVIIIe siècle, alors que les attitudes envers la torture judiciaire commençaient à changer, l'usage de la poire déclina graduellement dans la plupart des juridictions européennes. En l'an 1748, la France abolit la torture judiciaire suivie par d'autres États européens dans les décennies suivantes. Cependant, l'instrument continua d'être utilisé officieusement dans les prisons et durant des interrogatoires secrets bien avant dans le XIXe siècle. La documentation historique la plus détaillée sur les effets de la poire provient des registres médicaux vénitiens du XVIe siècle. Les médecins de l'hôpital Saint-Gauvani documentèrent les traitements de victimes de torture, décrivant les blessures et les procédures de récupération. Ces registres médicaux fournissent des preuves scientifiques sur les effets physiques de l'instrument, mais révèlent aussi comment les professionnels médicaux de l'époque géraient éthiquement le traitement de victimes de torture officiellement sanctionnées. La préservation d'exemplaires physiques de la poire dans les musées européens permet une analyse moderne de sa construction et fonctionnalité. Des exemplaires au musée des instruments de torture à Rothenburg, Oberder-Tüber en Allemagne, montrent la sophistication mécanique du dispositif et les variations régionales dans sa conception. Cette évidence physique confirme les descriptions historiques sur l'ingéniosité appliquée à la création d'instruments de souffrance. L'analyse moderne de la poire d'angoisse révèle des aspects troublants sur la capacité humaine à systématiser la cruauté. L'instrument n'était pas le produit du sadisme individuel, mais le résultat d'un processus collaboratif impliquant artisans, autorités judiciaires, clercs et médecins travaillant ensemble pour raffiner les méthodes de causer une souffrance maximale. Cette collaboration institutionnelle dans la création de la cruauté démontre comment des sociétés entières peuvent être complices de pratiques inhumaines quand celles-ci sont légitimées par l'autorité et la tradition. L'héritage psychologique de la poire s'étend bien au-delà de ses victimes directes. Des générations entières grandirent sous la connaissance que cet instrument existait et pouvait être utilisé contre toute personne accusée de crimes appropriés. Cette terreur généralisée fonctionnait comme une forme de contrôle social, créant une atmosphère de peur qui décourageait la dissidence et renforçait la conformité avec les normes religieuses et sociales dominantes. La documentation détaillée de la poire dans les registres judiciaires, médicaux et diplomatiques sert comme évidence historique irréfutable de la capacité humaine pour la cruauté extrême quand celle-ci est institutionnalisée et normalisée. Ces sources multiples confirment non seulement l'existence de l'instrument, mais son application systématique sur plusieurs siècles dans de multiples juridictions européennes. Aujourd'hui, quand nous confrontons les questions contemporaines sur la torture et le traitement des prisonniers, l'histoire de la poire d'angoisse sert comme rappel sombre de jusqu'où les sociétés peuvent descendre quand elles abandonnent les principes fondamentaux de dignité humaine. L'instrument demeure comme symbole du besoin perpétuel de vigilance contre la normalisation de la cruauté. Indépendamment de combien sophistiquées ou moralement justifiées leurs justifications peuvent sembler, la mémoire de la poire d'angoisse nous oblige à questionner nos propres systèmes de justice et traitement des accusés, nous rappelant que des civilisations qui se considéraient moralement supérieures créèrent et utilisèrent systématiquement des instruments de souffrance extrême. Cette histoire sert comme avertissement que la capacité pour la cruauté institutionnalisée demeure une menace constante qui doit être consciemment résistée à travers une vigilance morale permanente et un engagement inébranlable envers les droits humains fondamentaux. Thanks for watching. Subscribe my channel. Best of luck.